Peut-on se suicider à l'aide d'un fusil? La longueur du canon permet-elle de pointer l'arme sur soi et de presser ensuite la détente? Ces questions récurrentes sont un véritable casse-tête pour les experts en balistique, car bien souvent, la distance qui sépare un crime d'un suicide se mesure en millimètres. Dans ce magnifique paysage désertique du nord-ouest du Nouveau-Mexique, la ville de Farmington est l'un des rares endroits verdoyants. Les rues sont généralement paisibles. Ce sont des policiers à moto qui gèrent les problèmes de circulation. Paul Dunn travaillait auparavant dans ce service. J'adorais mon travail. J'avais l'habitude de dire que les deux seules choses que je savais vraiment faire, c'était être agent de la circulation et père de famille. J'appréciais tout particulièrement la simplicité de mon travail. Lorsque l'on doit enquêter sur un accident ou reconstituer un accident, ce n'est en fait qu'une question de logique. Cliff Ollum travaille aux côtés de Paul Dunn. C'était un excellent officier de police. Il prenait son travail vraiment au sérieux. Paul est marié avec Monica Sanchez Dunn. Le couple a 2 enfants. C'était vraiment la plus belle femme qui m'ait été donnée de rencontrer dans ma vie. Seulement, au bout de quelques années de mariage, leurs relations deviennent conflictuelles. Monica découvre que Paul a une maîtresse et ils décident de divorcer. Le 4 avril 1991 au matin, Cliff Ollum est de service. Il apprend par un appel radio qu'une fusillade a eu lieu au domicile de Monica. Paul était en train de pratiquer un massage cardiaque à Monica. Il était couvert de sang. Monica est transportée d'urgence à l'hôpital, mais il n'y a plus rien à faire. Elle est déclarée morte à son arrivée. La cause du décès, une blessure par balle à l'abdomen. Paul se rend chez son ex-femme pour prendre son petit déjeuner avec ses filles. Quand il arrive, Monica est sur le point de partir travailler. Ils discutent et une dispute éclate. Elle m'a dit qu'elle allait porter plainte contre moi. J'étais surpris. Elle a répété qu'elle allait porter plainte contre moi pour coups et blessures. Furieuse, elle a quitté la pièce, traversé le salon. Elle a ensuite pris le couloir. Elle est entrée dans la chambre en claquant la porte. Paul suit Monica dans la chambre. Paul soulève Monica et court au garage pour la conduire à l'hôpital. Mais il ne sait pas s'il arrivera à temps. Je la sentais trembler. Je savais ce que cela impliquait. Ses collègues de travail ne croient pas à la thèse du suicide. Tout est possible, évidemment. Mais je suis convaincu de la chose suivante. Seules 2 personnes connaissaient la vérité. Et l'une d'elles restera muette à jamais. Paul Dunn a-t-il tué sa femme? Nous savons que les relations entre les époux divorcés étaient conflictuelles et que Monica avait l'intention de porter plainte contre son ex-mari, l'accusant de l'avoir molestée. Si ces allégations étaient avérées, Dunn aurait été contraint de démissionner. La perte d'emploi constitue-t-elle un mobile crédible? Les collègues du suspect ne croient pas à la thèse du suicide. Afin d'éviter les conflits d'intérêts, les enquêteurs sont dessaisis de l'affaire qui est confiée à un autre service de police du Nouveau-Mexique. Les enquêteurs ne retrouvent aucune empreinte digitale exploitable sur le fusil. Ils découpent la paroi du mur où sont logés les plombs pour l'analyser. Dans le camion de Monica, les enquêteurs trouvent un formulaire de plainte pour violence conjugale. La veille de son décès, Monica se rend au poste de police pour que l'on photographie les blessures que Paul lui aurait infligées. Elle avait un bleu sur la joue. Elle en avait également un sur la cuisse et plusieurs autres sur les jambes. Si elle portait plainte pour coups et blessures, Paul perdrait son poste. Lorsque la police photographie les blessures de Monica, elle ne respecte pas la procédure habituelle. D'après un témoin, c'est un homme qui prend les photos. De plus, il est seul avec Monica dans son bureau, les stores baissés.
C'est une femme qui aurait dû prendre les photos, mais le policier n'a pas respecté le règlement. En plus, il n'y avait personne d'autre dans la pièce. Le policier était seul avec Monica. Ça leur a pris 10 minutes pour prendre les photos. On se demandait ce qu'il avait bien pu se passer dans cette pièce pendant ces 10 minutes. Lors de l'autopsie, le médecin légiste remarque 2 écorchures près de l'endroit où a pénétré la balle. Elles correspondent à celles occasionnées par un fusil. Contrairement à une carabine, un fusil envoie plusieurs projectiles à la fois. Et dans ce cas, il y avait 9 plombs. Une bourre en plastique équipée de 4 fentes longitudinales équidistantes maintient les plombs en place. Quand on tire, la bourre s'ouvre, telle une fleur composée de 4 pétales. Lors du coup de feu, l'air qui entre écarte les fentes. La bourre s'ouvre et prend la forme d'une croix en fonction de la trajectoire de la balle. Comme la bourre s'ouvre avant de pénétrer dans le corps de Monica, la distance qui sépare le canon de Monica se situe entre 30 et 90 cm. Du canon à la gâchette, le fusil mesure un peu moins de 74 cm. Si la distance entre le canon et l'abdomen de Monica se situe entre 30 et 60 cm, il faudrait que les bras de Monica soient presque 2 fois plus longs pour presser la détente. Paul nie avec véhémence avoir tué sa femme. Il propose de passer au détecteur de mensonges. Did you ever physically injure Monica? No. Did Monica shoot herself while you were standing more than 6 feet away from her? Yes. Les résultats du test indiquent que Paul dit la vérité. Cependant, les preuves médico-légales sont solides. Il est donc arrêté et inculpé de meurtre. Police officers take an oath to protect and serve the public, and it's very disheartening when a police officer engages in this kind of conduct. Comme Paul Dunn est un policier, il est séparé des autres détenus. J'étais enfermé 23h30 par jour, 7 jours par semaine. Cela a duré 8 mois. À force d'arpenter ma cellule, un X s'est formé sur le sol. La police se retourne contre lui. Une fois que Paul est inculpé et qu'il est exclu de la police, les autres officiers abusent de leur autorité et se liguent contre lui. Paul engage Victor Titus, un ami de la famille, pour le défendre. Ironiquement, Titus a aidé à porter le cercueil de Monica lors de l'enterrement. Ce dernier ne comprend pas pourquoi la famille l'a sollicité. C'est une famille extrêmement unie. Elle aurait dû normalement choisir exclusivement des membres de la famille pour porter le cercueil. Je n'étais pas le seul d'ailleurs. Quand j'ai vu les autres personnes sélectionnées, j'ai pensé que c'était Monica qui, d'une manière ou d'une autre, nous avait choisis. C'était extrêmement étrange. Comment Monica a-t-elle pu choisir les personnes qui porteraient son cercueil alors qu'elle est morte? Titus pense que Monica a laissé une lettre d'adieu et que l'accusation en a caché l'existence à la défense. Lors d'une audience préliminaire, Titus exige de savoir si Monica a écrit une lettre d'adieu. Monsieur Sanchez, le père de Monica, se trouvait dans la salle. Le juge Rich s'est adressé à lui. Monsieur Sanchez s'est levé et a avoué détenir une lettre dans un classeur chez lui. Monica donne cette lettre à un membre de la famille presque 1 mois avant sa mort. Elle désigne les personnes qui porteront son cercueil et celles qui hériteront de ses biens après sa mort. Je me rends désormais compte que la vie est injuste. Elle semble si cruelle la plupart du temps. Dis aux filles que je les aime beaucoup. Je sais qu'elles auront beaucoup de peine. Je suis vraiment désolée. Mais je n'ai simplement plus la force de continuer ainsi. Les avocats de l'accusation affirment que la lettre n'évoque pas un suicide éventuel. Il s'agit seulement des dernières volontés de Monica et de son testament. Les avocats de Paul Dunn préparent la défense de leur client. Ils engagent Dave Pfeffer, un détective privé fort d'une expérience de 20 ans dans la police, pour examiner la scène du crime. Les preuves indiquent que les plombs ont traversé le corps de Monica et le plaque-au-plâtre avant de se loger dans le mur en briques et les montants en bois qui se trouvaient dessous. Pfeffer effectue une simple expérience. Nous avons aligné les marques laissées par les plombs sur les montants en bois
avec les marques laissées sur les briques. On les a mises côte à côte. On a ainsi déterminé que la trajectoire des plombs pointait directement vers le pied du lit, en fait vers l'intérieur du lit, à environ 30 cm. Ce n'était certes pas une approche très scientifique, mais cela nous a donné un aperçu de la trajectoire. Ces conclusions viennent contredire la théorie de l'accusation. D'après elle, Monica est debout quand le coup de feu part. Pour un examen balistique plus poussé, Pfeffer contacte Nelson Welch, ancien expert en armes à feu du laboratoire de la police scientifique du Nouveau-Mexique. En analysant les photographies de l'autopsie, Welch remarque la présence d'une substance appelée Grex à l'intérieur et autour de la blessure de Monica. Ces grains blancs de polyéthylène, introduits en même temps que les plombs, permettent d'éviter que ces derniers ne se déforment quand ils sont propulsés à une grande vitesse. Cependant, Welch est surpris de constater l'absence de ces grains sur l'extérieur de la robe de Monica. Welch tente une expérience. Il tire sur un bloc de gélatine recouvert d'un tissu à une distance de 60 cm environ, distance à laquelle Paul a tiré sur sa femme, selon l'accusation. Les grains de polyéthylène viennent recouvrir l'extérieur du tissu. Il n'y avait pas de Grex sur la robe, à l'endroit de l'impact. J'ai remarqué en revanche une grande quantité de Grex mélangée à du sang à l'intérieur de la robe, devant et derrière. Presque tous les grains avaient en fait pénétré dans la blessure. Aucune trace de grain à l'extérieur de la blessure. Utilisé à bout portant, un fusil de chasse provoque une large blessure dans le corps de la victime. À distance, il entraîne des blessures multiples et dispersées. Pour connaître la distribution des impacts et déterminer la position de l'arme au moment du coup de feu, les enquêteurs interrogent le médecin légiste qui a pratiqué l'autopsie. Mais le type de fusil, la nature et le calibre des munitions rendent les observations souvent hasardeuses. Dans le cas qui nous préoccupe, l'absence de Grex sur l'extérieur de la robe de Monica laisse penser que le canon du fusil était pressé contre l'abdomen et non pas tenu à distance. Mais cette déduction ne fait pas l'unanimité des experts. Le docteur Martin Fackler, chirurgien de carrière dans l'armée, mais également spécialiste des blessures par balle, examine lui aussi les photos de l'autopsie. Les experts de l'accusation remarquent 2 traces laissées par les pétales de la bourre sur la peau de Monica. Ceci constitue pour eux la preuve que le fusil se trouvait à 60 cm d'elle. D'après Fackler, si c'était effectivement le cas, alors les 4 pétales de la bourre auraient toutes laissé une trace à 90 degrés l'une de l'autre. Les experts de la défense sont convaincus que le canon du fusil était pressé contre l'estomac de Monica quand le coup de feu est parti. La famille de Monica Dunn insiste pour que Paul soit emprisonné jusqu'au procès sans possibilité de libération sous caution. Il ne voit plus ses filles et il est renvoyé de la police. Ils m'ont brisé, complètement anéanti. Au bout de 8 mois d'isolement cellulaire, n'importe quel homme serait brisé. Paul décide que s'il est reconnu coupable, il se suicidera plutôt que de purger sa peine. Il gardait avec lui un rasoir en plastique. Il s'était débarrassé du manche en plastique et il ne conservait que la lame du rasoir. Il avait simplement décidé qu'il n'irait pas en prison car les autres détenus maltraitent les policiers incarcérés avec eux. Lors du procès, l'accusation présente sa théorie. Elle affirme que Paul a tiré sur Monica à une distance de 60 cm alors qu'ils étaient tous les deux debout. La défense expose une version des faits bien différente. Dans la salle d'audience, les experts de la défense reconstituent la chambre de Monica. Ils utilisent le vrai lit et le vrai mur. Nelson Welch prouve au jury que la trajectoire prise par les plombs récuse la théorie de l'accusation. Nous avons commencé par le mur de briques, là où les plombs sont venus se loger. Puis nous avons continué avec le placo-plâtre. Et vous remarquerez que l'angle pointe vers le bas, légèrement vers le lit.
Du mur en briques, à travers le placo-plâtre, jusqu'à la blessure de sortie au dos de Monica, puis la blessure d'entrée pour finir par le canon du fusil, la trajectoire des plombs est beaucoup plus basse que l'affirme l'accusation. C'est la seule position possible pour parvenir à reproduire la trajectoire des plombs. Cette conclusion implique que Monica est assise sur le lit sur lequel repose la crosse du fusil quand le coup de feu part. Ceci vient vérifier la déposition initiale de Paul à la police. À l'aide d'un mannequin de la taille de Monica, la défense démontre qu'elle a très bien pu presser la détente en se penchant vers l'avant. L'épreuve montre que le fusil est à l'envers, pointant vers le haut. Il est donc pratiquement impossible que Paul ait appuyé sur la gâchette. Pour que ce scénario soit plausible, Paul doit être accroupi au pied du lit. Il doit presque être à terre pour atteindre la détente, car le fusil est vraiment bas. Et pendant que son ex-mari fait tout ça, Monica doit être consentante et l'autoriser à presser le canon contre son estomac. C'est impossible. Nelson Welch est fermement convaincu de l'innocence de Paul et fait une promesse des plus inhabituelles à une collègue. Je lui ai dit que si Paul se révélait être coupable, je ne travaillerai plus jamais sur des affaires de ce genre. L'accusation a négligé les preuves qui contredisaient totalement la distance de tir. Le canon était en contact direct avec la victime. Pour déterminer les trajectoires des balles et la position du tireur par rapport à la victime, les enquêteurs utilisent des fils et des baguettes. Introduits dans les points d'impact, ils donnent une bonne indication sur l'angle des tirs. Des rayons laser sont aujourd'hui utilisés à cette fin, mais ils doivent être photographiés sous certaines conditions d'éclairage pour être visibles. Après avoir appliqué cette technique en reconstituant la scène de crime, l'expert en balistique Nelson Welch en vient à la conclusion que Monica Sanchez s'est donné la mort en se penchant en avant afin de pouvoir presser la détente du fusil du bout d'un doigt. Par ailleurs, d'autres témoignages viennent indirectement innocenter le suspect présumé. La première femme de Paul ainsi que sa petite amie témoignent toutes les deux devant la cour. Elles affirment qu'il ne les a jamais maltraitées. Le jury doit choisir entre deux théories rivales. Monica s'est-elle suicidée ou Paul lui a-t-il tiré dessus à une distance de 60 cm? Le jury prononce son verdict au bout de quelques minutes. Les jurés se sont retirés et ont effectué un premier vote. Ils sont tous parvenus au même verdict, non coupable. Puis ils sont allés aux toilettes, ils se sont recoiffés, tout ça pour tuer le temps. Ils craignaient en effet que le juge ne les réprimande s'ils ne délibéraient pas un certain temps. La mission de l'accusation est de prouver formellement la culpabilité de l'accusé. Et pourtant, dans cette affaire, c'est la défense qui a prouvé sans aucun doute l'innocence de l'accusé. En ce qui me concerne, elle l'a prouvé de manière indubitable. Paul Dunn serre sa fille dans ses bras et se rue hors de la salle d'audience. J'ai respiré l'air frais. C'est horrible, la prison. Ça ne sent pas bon. J'avais besoin de respirer l'air frais. Paul Dunn ne reprend pas son poste au sein de la police. Il est maintenant contremaître dans une société pétrolière. Il affirme que cette affaire a ébranlé bon nombre de ses convictions. Quand il était policier, il pensait que toutes les personnes emprisonnées étaient coupables. Il nie avoir maltraité sa femme, mais concède cependant que son infidélité est responsable d'une partie de ses problèmes. Je ne suis pas fier de la personne que j'étais avant. Je n'avais pas conscience de ce que je faisais. C'est la mentalité des officiers de police. C'est dans l'ordre des choses. Une question subsiste cependant. Pourquoi Monica s'est-elle suicidée? Nombreux sont ceux qui pensent qu'elle ne supportait simplement pas de perdre Paul, même si elle aussi avait été infidèle. Son dossier médical indique que Monica s'est fait avorter alors qu'elle était encore mariée. Ceci s'est passé longtemps après que Paul a subi une vasectomie. Je vais vous dire une chose. Je ne dirai pas de mal d'une personne décédée.
Ce n'est pas à moi de la juger. On ne peut toujours pas expliquer la présence des bleus sur le corps de Monica. De plus, sa lettre d'adieu soulève d'autres questions. Ça se voit quand on a des bleus. Elle a écrit cette lettre un mois avant de mourir. Comment pouvait-elle savoir un mois avant sa mort qu'elle aurait des bleus sur le corps? De tels propos indiquent qu'elle projetait non seulement de se suicider, mais également de maquiller son suicide en meurtre, afin que son mari soit inculpé d'homicide. À cause d'une mauvaise interprétation de la scène du crime, Paul Dunn a bien failli être incarcéré à perpétuité. Un examen balistique plus poussé a cependant fini par lui rendre sa liberté. J'étais terrifié, car la famille de mon ex-femme est riche. Je n'avais plus d'argent, c'était la même chose pour mon père. Et eux, ils avaient tout l'argent du monde. Ils voulaient me mettre en prison pour le reste de ma vie. Le procès a été pour moi une terrible épreuve. Même si je savais que j'étais innocent, ça n'a pas rendu les choses plus faciles. J'étais complètement terrorisé. La chose la plus difficile pour l'accusation, c'est de reconnaître son erreur. Et elle ne l'a jamais fait. Je ne sais pas si elle le fera un jour. Mais le jury, lui, a découvert que l'accusation avait commis une erreur. Cette affaire met en scène une querelle d'experts en balistique. Et c'est un jury populaire qui a tranché pour innocenter l'accusé. Monica Sanchez s'est suicidée avec l'intention peut-être d'incriminer son ex-époux pour se venger post-mortem de son infidélité. Le fait est suffisamment rare pour être souligné, car dans la plupart des cas, les enquêteurs se trouvent confrontés au scénario inverse. Les assassins tentent de maquiller leur crime en suicide. Blanchi de tout soupçon, libéré, après avoir purgé 8 mois de prison, Paul Dunn a attaqué en justice les services de police du Nouveau-Mexique et le laboratoire médico-légal, exigeant réparation pour avoir été accusé à tort, avoir perdu son emploi et avoir été privé de la garde de ses enfants. Une cour de justice lui a donné raison et lui a accordé la somme de 175 000 $ de dommages et intérêts. Mais les experts du procureur ont, quant à eux, refusé de reconnaître leur erreur.